suis professeur au département de littérature et de langue du monde à l'Université de Montréal et je suis co-responsable de cette séance, le Québec, un espace mouvant à la croisée des regards, avec Edith Anne Pajot et Yves Joubinville, professeurs à l'Université du Québec à Montréal. Nous sommes d'ailleurs tous les trois membres du CRILC. Notre séance se déroule sous le signe d'une question volontairement provocatrice et que Lucie Robert a posée à sa façon lors de sa conférence d'ouverture. Pourquoi s'intéresser au Québec aujourd'hui? Si la question est posée pour soulever une diversité de réponses, par extension, elle nous conduit à se demander comment peuvent coexister différentes approches sur le Québec pour en renouveler la compréhension et susciter un regain d'intérêt à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de ce territoire disciplinaire. Il ne manque pas non plus d'éveiller celle plus générale concernant les paramètres géographiques, culturels et historiques qui constituent le Québec en objet d'étude. Notre séance est ainsi placée sous le signe du croisement des regards et vise à activer la réflexion autour des ancrages socio-culturels de plus en plus diversifiés de la production culturelle, littéraire et artistique contemporaine et des discours critiques et analytiques qu'elle suscite en partant du constat que la référence au Québec ne va plus de soi et que le récit hégémonique dont elle était porteuse n'exerce plus la même fonction de cadrage. Nous espérons ainsi provoquer autour d'un objet devenu instable l'occasion d'un dialogue entre chercheurs et artistes d'horizons divers qui servira notamment à situer le Québec via ses œuvres, ses artistes, de vous présenter nos intervenants et intervenantes. Je commence à mon extrême droite. Pas de jugement de valeur. Il y a Nicolas Dawson, écrivain, directeur littéraire et rédacteur en chef de la revue Mébius et doctorant en études et pratiques des arts à l'UQAM. Dans le cadre de sa thèse en recherche-création, il propose des formes queer et diasporiques des écritures de soi et de récits d'exil. Il a dirigé 3 ouvrages collectifs, dont Se faire éclater, Expérience marginale et écriture de soi avec Pierre-Luc Landry et Karianne Trudeau-Bonnoyer. Il est l'auteur, entre autres, de Désormais ma demeure, finaliste cette année au Grand Prix du livre de Montréal, et de Nous sommes un continent, correspondance mestiza, coécrit avec Karine Rousseau. Ensuite, ma droite proche, chercheur Huron-Wendat, Jonathan Laney s'intéresse à l'histoire sociale, politique et culturelle des Autochtones du Québec et du Canada, ainsi qu'à la culture matérielle et à son interprétation. Il a rédigé une 40aine de publications et de communications scientifiques et il est l'auteur, entre autres, de La monnaie des sauvages, les colliers de wampum d'hier à aujourd'hui. Fier membre de la nation Huron-Wendat de Wendake, Jonathan Laney a étudié en anthropologie et en études autochtones et il est titulaire d'une maîtrise en histoire de l'Université Laval. Jonathan Laney est conservateur des cultures autochtones au musée McCord, ici à Montréal. Ensuite, Sherry Simon, professeure au département d'études françaises à l'Université Concordia, co-rédactrice de la revue Spirale durant une dizaine d'années, spécialiste des théories de la traduction. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages, dont Traverser Montréal, version française de Translating Montreal, Episodes in the Life of a Divided City, et Cities in Translation, Intersections of Language and Memory, qui a été publié en traduction française aux presses de l'Université de Montréal. Elle a reçu une bourse de recherche Killam et le prix André Laurando de l'Association francophone pour le savoir. Elle est membre de la Société royale du Canada et de l'Académie des lettres du Québec. Et maintenant, je vous présente nos 2 intervenants qui vont être à l'écran.
Vijaya Lakshmi Rao est professeur à la Jawaharlal Nehru University de New Delhi depuis 2007 et dirige le Center for French and Francophone Studies. Sa thèse de doctorat portait sur le monde des marginaux dans l'œuvre de Michel Tremblay. Elle coordonne les activités de la Salle Québec à son université, centre de formation et de recherche destiné à développer le rayonnement des études québécoises dans le milieu universitaire indien. En 2018, le gouvernement du Québec lui décerne la médaille hommage au 50e anniversaire du ministère des Relations internationales et de la francophonie. Sa plus récente publication s'intitule « L'extrême contemporain Québec ». Et enfin, Cheryl Sim est artiste en art visuel et commissaire d'exposition. Elle a démarré sa vie professionnelle à l'Office national du film du Canada et a développé son expérience de travailleuse culturelle à Oboro et au groupe Intervention Vidéo. Son travail en tant que directrice générale et commissaire de la Fondation FI pour l'art contemporain a été grandement influencé par l'éthos de la culture Artist Run, autogérée. Son travail en vidéo et en installation traite des questions de formation de l'identité, du travail des femmes et des relations de pouvoir. Elle détient un doctorat du programme d'études et pratiques des arts de l'UQAM. Son livre Wearing the Cheongasm, Dress and Culture in a Chinese Diaspora a été publié par Bloomsbury Academic en 2019. Et nous regrettons ce matin l'absence de Erin Hurley, qui est dans l'impossibilité de se joindre à nous. Elle vous envoie ses sincères excuses. Bon, le déroulement est le suivant. La table ronde est divisée en 3 parties, 3 segments. C'est moi qui vais animer le premier segment, suivi de mes collègues. Et chaque segment va durer à peu près 40 minutes. Il y aura du temps à la fin de chaque segment pour les questions et les interventions de la salle ou du public qui est avec nous en Zoom. C'est moi qui va, comme je disais, qui va poser la première question à nos participants. Et encore une fois, le thème de ce segment, c'est quelque chose de très petit, comme qu'est-ce que la littérature et la culture québécoise? Donc, la question, mais quand même, la question est posée de manière très personnelle. Chers participants, chères participantes, quelle est votre réaction primaire quand on vous interpelle par ces vocables littérature et culture québécoise? En même temps, et c'est un corollaire un petit peu, et vous pouvez vous adresser aux 2 questions en même temps ou comme vous voulez, en même temps, force est de constater que de nos jours, la question semble également préoccuper notre gouvernement qui s'empresse, par exemple, à ouvrir des espaces bleus partout à travers le Québec et qui annoncent une refonte du cours d'éthique et de culture religieuse pour privilégier plutôt une éducation dite patriotique, axée autour de la culture et de la citoyenneté québécoise dans les écoles. Nous pourrons donc vous poser cette deuxième question. Comment votre façon d'imaginer la littérature et la culture québécoise est-elle située vis-à-vis non seulement du récit hégémonique des instances critiques et analytiques savantes, mais aussi vis-à-vis du discours normatif qui s'élabore actuellement chez les ministères? Donc, voilà les questions qui vont guider notre premier segment. Et je crois que je vais commencer avec nos participants qui sont sur Zoom. Et donc, peut-être je vais commencer avec Vijaya. Et je vais vous demander, bonjour Vijaya, je vais vous demander d'intervenir pour lancer le débat. Bonjour et merci de
cet honneur de faire partie donc de cette table ronde. J'aurais aimé être de vive voix, mais bon, avec la situation de la pandémie, ce n'était pas possible. Mais de toute façon, je pense que la technologie nous a beaucoup aidés. Alors, Robert, je vais répondre à la première question. Donc, qu'est-ce que la littérature et la culture québécoise en tant qu'Indienne, loin de la culture donc, québécoise? Je pense qu'il y a certaines choses qui me frappent toujours. Et je pense que aussi, je pourrais parler au nom de mes étudiants et mes collègues. Et je pense que c'est une littérature à l'heure actuelle aussi, et cela a toujours été d'ailleurs, et je pense que c'est une constante, elle témoigne de l'inclusivité et une grande diversité. Et je pense que cela crée un grand intérêt donc dans un public hors du Québec, c'est-à-dire des étrangers, comment nous on regarde la culture et la littérature québécoise de façon générale. Et je pense que le Québec a été aussi pionnier dans beaucoup de façons. Et toute la littérature autour de donc queer literature, cinéma, je pense que dans tous les arts, il y a une effervescence, il y a une énergie. Et je pense que c'est ça qui attire beaucoup le monde à l'extérieur. Je pourrais parler donc pour l'Inde. Mais je vais intervenir peut-être plus tard et laisser donc les autres parler pour le moment. Si ça Merci beaucoup, Vijaya. Cheryl, est-ce que vous aimeriez intervenir? Oui, oui. Merci, Robert. Merci à tout le monde pour l'invitation. Je suis contente d'être avec vous ce matin. Pour moi, ces jours-ci, il s'agit aussi d'une plus grande multiplicité de voix qui explorent une panoplie de sujets et thématiques, préoccupations. Et il y a un désir d'entrer en dialogue avec une audience active, impliquée et le plus large possible. Les créateurs sont conscients de l'histoire et culture actuelle du contexte du Québec, le contexte dans lequel les créateurs et créatrices exercent leurs pratiques, créer des œuvres nuancées et complexes. Je dirais qu'il y a une belle tension dans le travail des créateurs et créatrices. Le binaire est plus critiqué et remis en question. Il y a une excellente sens d'humour et surtout une reconnaissance croissante des créateurs autochtones, noirs et de couleur rend le portrait de la littérature et la culture québécoise beaucoup plus riche et stimulant. Donc, je détecte un plus fort résistance contre une certaine homogénéité et essentialisme de la culture et je crois que ça pourrait évoluer davantage. Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons avec nos intervenants dans la salle. Sherry, est-ce que... Merci. Merci beaucoup. Je suis contente, bien contente d'être ici. Alors, je vais poursuivre dans tout ce qu'on a dit, diversité, on a dit tension aussi. Je pense que ces deux mots sont importants. Et j'apprécie beaucoup ce qu'a dit Robert en introduction. Le Québec est une référence instable. Je pense que cette instabilité s'en va croissante, si je peux dire. Il fut un temps où on pouvait parler d'un certain Québec. Je me souviens du moment où j'ai fait un peu le switch. C'était par la traduction. Et je me souviens d'avoir perçu que la traduction au Canada anglais du Québec forçait une certaine homogénéité, c'est-à-dire qu'on traduisait le Québec. Toutes les préfaces aux traductions poussaient une certaine idée de ce que je traduis représente le Québec réel, le Québec tel qu'on devrait le comprendre au Canada anglais. Et c'est à ce moment-là que, quand j'ai pris conscience de cela, que j'ai vu qu'en fait, ce n'était pas la traduction du Québec qu'il fallait essayer de faire, de saisir, mais la traduction à l'intérieur du Québec, c'est-à-dire qu'est-ce qui se traduisait à l'intérieur du Québec. Comment est-ce que le Québec était constitué d'une série de fragments qui essayaient de s'entre-traduire.
et avec plus ou moins de succès. J'enchaîne avec l'autre chose que j'avais perçue aussi, c'était l'idée que il y avait à l'intérieur du Québec un sujet de dénonciation. Il y avait le Québec, un certain Québec qui se disait nous ou je et les autres. Et à l'époque, ça s'appelait les études ethniques. Et pourquoi est-ce qu'on n'aimait pas les études ethniques? C'est parce que les ethniques, c'était les autres. Alors, on a vite fait le tour de ça et l'ethnique a pris le champ. On ne parle plus des ethniques, mais on parle toujours du jeu des autres. Et puisque Robert a parlé de François Legault, je ne peux pas m'empêcher de rappeler cette entrevue qu'il a faite il n'y a pas plus qu'une semaine avec Céline Galipeau. On lui demande comment est-ce que les jeunes de la diversité vont accueillir votre cours de citoyenneté. Et M. Legault dit, il faut qu'ils connaissent nos institutions. Ça m'avait tellement frappé. Il faut qu'ils connaissent nos institutions. Ça veut dire que lui, François Legault, et beaucoup des gens qu'il représente ne sont pas capables de dire un nous encore qui est un nous inclusif. On est toujours dans le jeu et les autres. Alors, jusqu'à ce que M. François Legault soit capable de dire nous, les gens de la diversité, ça comprend moi aussi. Il n'y a pas un moi et un autre. Je pense qu'on est dans une problématique et j'aurais beaucoup plus à dire là-dessus quand on va aborder la loi 21, mais je passe la parole maintenant. D'accord, merci. Jonathan. Oui, j'ai préparé quelques petites notes pour répondre à ces questions-là, mais je vais juste faire un petit aparté sur ce mot-là, ethnique, qui distingue, qui oppose, qui éloigne. J'ai toujours trouvé drôle quand j'allais chez Loblas à l'époque, maintenant c'est Provigo, mais quand on va sur le comptoir et on peut soi-même payer, quand il y avait des légumes, excusez-moi l'anecdote, mais ça me fait trop rire, quand il y a des légumes qui étaient exotiques, dans la catégorie, on les appelait les légumes ethniques. Ah non! Un chou d'un autre pays, ça donnait un légume ethnique. Alors, ça m'a vraiment fait rire, votre distinction vers l'autre, comme ça. Bon, ceci étant dit, je reprends mon sérieux. Excusez-moi. Je ne peux pas avoir un fou rire avec un légume, ça n'a pas de bon sens. La question, si on la prend au premier degré, qu'est-ce que la culture québécoise? Je trouve que c'est une question piège parce que ça ne peut pas se définir comme ça. On ne peut pas y aller par une énumération parce que ça reviendrait automatiquement à réduire énormément, donc il y aurait un danger de caricaturer automatiquement. Et pourquoi ça m'interpelle, cette formulation-là? C'est que chez les Premières Nations, notamment chez les Hurons-Wendat, puisque nous sommes à ce point urbanisés et métissés, on ne s'en cache pas, souvent on va se faire demander, oui, mais pourquoi vous êtes des Autochtones? Qu'est-ce qui vous distingue? Alors, c'est une question piège puisqu'on ne peut pas commencer une énumération en disant, ben, nous faisons ceci, parce que, comme je viens de le dire, je trouve que c'est extrêmement réducteur. La culture, on le sait, c'est une façon d'être, c'est une façon de se concevoir, mais c'est aussi une façon, à mon sens, de se définir et c'est souvent par rapport à l'autre. Donc, on s'identifie en se distinguant, en s'opposant finalement, d'une certaine façon. Donc, je comprends que le « nous », il est important, mais en même temps, j'ai l'impression que pour certaines parties de la population, elle est nécessaire, cette distinction-là. On a mentionné tout à l'heure la littérature autochtone en pleine émergence. Il y avait un article de l'actualité, justement, ce matin que je lisais, et ça faisait état de cette émergence-là, de cette effervescence-là de la littérature autochtone. Il y a littéralement une explosion. Mais j'ai envie de me demander, et je ne peux pas parler pour mes collègues qui sont écrivains, mais j'ai envie de me demander, est-ce que les auteurs autochtones souhaitent faire partie de cette littérature autochtone-là ou ils souhaitent au contraire demeurer distincts? C'est une question que je lance. Je veux juste réagir aussi sur cette éducation-là patriotique et ce discours-là nationaliste. C'est comme ça que
je le décris. Pour moi, il faut réellement s'en méfier. Et je parle en tant qu'historien Huron-Wendat. J'ai eu récemment même un débat sur Facebook. Ben oui, parce que sur Facebook, on partage des opinions, puis des fois, on se fait prendre, et puis je me suis fait prendre. Ça a été animé, ça a été poli, mais quand même, on sentait de la passion. Et notamment avec ce fameux discours-là qui est prononcé avant tout événement public, notamment avec le Canadien de Montréal, hein, le fameux territoire autochtone non cédé de Montréal. Ça a soulevé les passions. Et j'ai perçu donc dans ces échanges-là qu'il y a toujours encore une perception actuellement que l'histoire serait neutre, donc que l'histoire serait neutre et objective. À mon avis, c'est très dangereux d'affirmer quelque chose comme ça. En tant qu'historien, je considère que nécessairement le passé, il est neutre, il s'est passé des faits qui sont objectifs, mais l'histoire, ce n'est pas le passé. L'histoire, c'est le récit du passé. Donc, on l'écrit à partir d'aujourd'hui. Et là, étant donné qu'on ne peut pas tout raconter, hein, raconter 400 ans d'histoire, ça voudrait dire que ça prendrait 400 ans. On n'a pas le temps, on doit faire une sélection de faits. À partir du moment où on fait une sélection de faits, est injectée une subjectivité. Donc, et pourquoi je dis toutes ces choses-là, c'est que l'histoire autochtone a été écrite pendant, pendant 200 ans, si ça se trouve, par l'autre, par le conquérant, par le colonisateur. Donc, si c'est encore le colonisateur qui contrôle le discours historique, eh bien, il contrôle l'image, il contrôle la place que l'on fait de ces peuples autochtones-là dans la grande mosaïque sociale. Et donc, tout ça pour dire que cette éducation-là patriotique, pour reprendre les mots de la question, ça m'inquiète beaucoup. Je crois qu'il faut qu'il aille beaucoup de diversité des points de vue quant à l'histoire notamment. Merci beaucoup. Je m'arrête là, oui. Oui. Ce mot-là, c'est une citation directe. Ça veut dire qu'on nous annonçait une éducation patriotique. Et c'est pour cela que je croyais que c'était utile de le soulever ici pour avoir précisément des réponses. Nicolas. Oui, moi j'avoue que cette question-là m'a vraiment accablé. Je ne savais pas quoi faire avec ça. Et donc, j'ai essayé de la prendre autrement puis de me demander en fait qu'est-ce qu'on cherche avec cette question-là. Je me suis dit, je pourrais répondre en me disant qu'est-ce que je privilégie de la littérature québécoise ou qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je prends pour moi en tant qu'auteur et en tant que lecteur, qu'est-ce que je rejette aussi, mais surtout, c'est quoi l'espace entre les deux pour débinariser un peu la question. Puis l'espace entre les deux, chérie, vous l'avez dit, ça crée une tension. Puis cette tension-là, moi, c'est là où ça m'intéresse parce que ça devient l'espace de débat d'abord en moi, là, ce que j'accepte, ce que je rejette et ce qui se tend entre les deux, mais aussi socialement finalement, parce qu'il y a plusieurs pratiques littéraires et plusieurs façons de percevoir la littérature en tant que ce qu'elle est, mais aussi en tant que ce qu'elle produit et ce qu'elle invite à faire. Enfin, il y a des gens qui voient une utilité très politique là, à la littérature et ces utilités-là sont débattues elles aussi. Bref, mais cette question-là m'a fait un peu l'effet que les quoi ça amène à si ces deux choses étaient exclusives et comme si ces deux choses étaient décidées une fois pour toutes, à jamais. Dire, OK, si je dis ça, si je choisis un des deux camps, comme s'il n'y en avait que deux, il faut que je délaisse toute une partie de mon identité, langue, etc. Et je trouvais que ça avait un peu ce sens-là. C'est pour ça que ça m'accablait. Donc, encore une fois, je me suis dit, c'est la tension entre les deux qui m'intéresse. C'est l'échange, le métissage entre les deux. Où je voulais avec ça, c'est ça. Et donc, j'ai pensé, je préfère penser la littérature québécoise et la culture québécoise à partir des mots et des concepts qui m'intéressent, évidemment, qui sont liés aux diasporas. Puis je pense que la littérature québécoise, par son histoire, par sa position géographique, sa relation avec les pays colonisateurs en Amérique du Nord, dans les Amériques, mériterait à se diasporiser elle aussi davantage. Se diasporiser, c'est-à-dire
concevoir la littérature comme des productions discursives qui produisent des espaces interstitiels. Des espaces, là je me colle à Stuart Hall, oui. Des espaces interstitiels, ce que j'appelle, moi, des espaces diasporiques, ce n'est pas mon expression, là, je l'emprunte. Des espaces diasporiques, c'est ce que Stuart Hall appelle des scènes de formation. Là, je le cite, là, je regarde mon ordi, des scènes de formation de la diaspora dans lesquelles différentes cultures non seulement se croisent, mais sont obligées de se modifier dans leur confrontation les unes aux autres. De telles situations n'appellent ni le refus de la différence, ni sa rigidification et sa fixation, mais sa constante et continuelle négociation. Donc, pour répondre à la question, j'imagine la culture et la littérature québécoise particulièrement dans cette constante et continuelle négociation dont devrait faire autant partie ce qu'on appelle, ce qui fait partie de l'hégémonie, disons, ou des récits hégémoniques qui nous ont formés, autant que les récits des groupes qui sont placés plus aux marges, finalement. Et je pense que c'est la place de la littérature de le faire, de le débinariser parce que un peu comme Jonathan le disait, l'histoire, et je pense que la littérature y participe, produit des récits. Et c'est la place de la littérature de produire des récits, point. Et ces récits-là sont diversifiés, sont diasporisés, ils sont aussi hétérolingues. Donc, l'idée, c'est de concevoir la littérature québécoise comme l'occasion de réécrire des récits. J'insiste sur le ré ici, de revoir les récits qu'on entend, avec lesquels on grandit et qu'on produit. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, je trouve que c'est un bon début dans le sens où vous avez répondu à notre question qui n'était pas qu'est-ce que la littérature ou la culture québécoise, c'était quelle est votre réaction primaire, oui, quand on vous interpelle par ces vocables littérature et culture québécoise. Et je crois que chacun de vous a répondu exactement parce que vous êtes positionné différemment. Vous venez d'horizons différents par un intervenant qui vous a frappé. Je vous invite à dialoguer pendant quelques moments. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voudrez lancer? Oui. Je peux? Absolument. Médiation, en tout cas. J'aimerais bien rebondir sur Stuart Hall parce que c'est vraiment un écrivain théoriste qui guide négocier le terrain. Parce que je dirais que les artistes cherchent à explorer beaucoup moins la question de l'identité nationale et sont moins préoccupés par la formation d'une identité nationale dans leur travail. En fait, je dirais qu'il y a même une allergie contre ça. Et comme bien dit Stuart Hall, c'est nous rappeler que l'identité n'est pas statique et elle est toujours en production, toujours en évolution. Et ce que je pense est plus critique est que le contexte est une appréciation de la façon dont cette expérience est enracinée dans le corps, dans l'esprit et l'âme. Donc, je vais dire le contexte du Québec, ça contribue à cette production en continu. C'est incontournable le fait que si on est des créateurs créatifs ici, qui doivent exercer nos pratiques ici, conscientes de l'histoire, de l'actualité, de tout ce qu'on a vécu. Et si on parle de diaspora, les choses se complexifient d'une bonne manière. Alors là, ça, c'est où on peut trouver quelque chose avec lequel on peut travailler. Ça, c'est où c'est riche et fertile. Je voulais juste rebondir sur ça, cette question de l'identité toujours en production. Merci. Oui, mais je pense que peut-être que si nous sommes ici tous réunis, c'est que nous sommes à peu près tous d'accord qu'il n'est pas question de faire l'éloge de l'identité ou d'une identité homogène. J'ai beaucoup aimé les paroles qui viennent d'être dites. Je pense à Régine Robin qui parle beaucoup de l'entre-deux, qui parle de la non-coïncidence, enfin
le but de la littérature, c'est de créer la non-coïncidence entre soi et l'écrit, c'est de créer des différences. Et si je m'intéresse beaucoup à la traduction, c'est parce que la traduction produit toujours des différences. Ce n'est jamais du pareil qu'on fait avec la traduction. Ou bien, on s'érige contre une certaine idée de la traduction. Alors, les traductions, il y a eu, Jonathan, quand il parle de la parole du colonisé sur... du colonisateur sur le colonisé, c'était une parole de traduction du haut. Enfin, je vous traduis, je parle en votre nom et je vous traduis. Alors que ce qu'on voit maintenant, c'est une parole qui se renverse, une parole qui émerge de cette tentative de traduction-suppression. Mais la traduction, c'est les différences, c'est la production des différences et c'est la reconnaissance que les identités sont impossibles. Alors, les identités qu'on crée, les fausses identités, les identités qu'on crée par les ressemblances qu'on essaie d'imposer, et là, je vais juste dire, je parle de politique nationale parce que ça intervient dans nos vies. Enfin, la loi 21, c'était une tentative de créer des ressemblances là où il n'y a pas de ressemblance. C'était de créer des formules types, de dire voici, il y a ça qui est bon, il y a ça qui est mauvais. Et pour des traducteurs, des traductrices qui sont conscientes qu'il y a toujours des différences qui dépassent, que la différence est toujours, et que la similitude est impossible à trouver, c'était profondément erroné comme façon de penser. J'aime beaucoup cette idée des récits qui se créent au croisement des identités et à l'idée des identités mouvantes. Nous ne sommes jamais une chose, nous sommes. Mais c'est le devoir de la littérature, on le sait bien. Alors, j'appuie ce qui a été dit. D'accord, merci. Quelqu'un d'autre? Ben moi, j'aimerais, je pense qu'on en parle déjà un petit peu, mais qu'on parle de ces espaces bleus qui sont dans la question, parce que je me suis posé la question de c'est quoi ces espaces bleus. Pendant la pandémie en littérature, on a créé beaucoup d'espaces bleus et de jolis bleus. Il faut acheter québécois, il faut promouvoir la littérature québécoise et bien sûr, de façon un peu insidieuse, il y avait toute une définition de ce qu'on entend par la littérature québécoise. Puis rapidement, je me suis pas retrouvé dans ces espaces bleus très rapidement. Ça a pris un certain temps et ils existent encore, ces espaces bleus-là. Ces jolis bleus et tout ça, où on invite des gens à parler de littérature, on invite des gens à proposer 2-3 livres, etc. Et bon, c'est sûr que mon œil un peu de mauvaise foi qui cherche les personnes non blanches, les personnes autochtones, puis je me rends compte que c'est très, très blanc. Donc, je me dis, bon, il y a quand même un récit qui se crée ici, là, avec cet espace-là. Et je me suis dit, bien, ces espaces-là sont des espaces, des lieux de pouvoir. Tu sais. Ce sont des espaces où on reproduit, même avec de très bonnes intentions, où on reproduit la violence de l'accueil, de l'hospitalité. On dit, toi, tu es ici, puis toi, tu n'en fais pas partie. On inclut des gens et ce faisant, on exclut aussi un certain nombre de gens, un certain nombre de groupes et donc un certain groupe de récits. Et puis, je me suis dit, ben, c'est peut-être aussi ça, malheureusement, la littérature québécoise. En tout cas, je pense qu'il faut la considérer son potentiel de devenir un lieu de dynamique de pouvoir, un lieu de pouvoir. Si on considère la culture comme des espaces, ben, la littérature québécoise peut aussi, comme toute littérature dite nationale, là, peut devenir un espace d'exclusion aussi, où on reproduit certaines violences. Je pense que c'est important de le considérer comme ça, pas pour c'est-à-dire pas pour encourager ça, mais au contraire pour en être consciente et dire comment trouver des stratégies pour éviter de reproduire toujours les mêmes exclusions, du moins. Pour commencer par ça. Merci. Jonathan? Je suis choqué et étonné de ce que je viens d'entendre. Je n'avais pas réalisé que finalement, ces espaces bleus-là, même si l'intention est très louable, peuvent devenir des espaces d'exclusion. Et ça me perturbe parce que ça me confirme finalement que c'est un combat de tous les instants. Il faut constamment résister puisque
tout processus de décolonisation ou même de faire valoir les droits et que ce soit pour les communes, un mot qui me fait rire, même si le sujet n'est pas sérieux, mais aussi même pour le droit des femmes. Je veux dire, ce n'est pas un débat qui me concerne moi personnellement dans ma personne, mais je suis conscient que c'est un combat de tous les instants. Il faut constamment perpétuer ce rapport de pouvoir-là. Alors qu'un espace bleu puisse devenir un lieu de pouvoir qui fasse en même temps la promotion des Blancs, c'est perturbant. Je voulais juste réagir là-dessus. Mais merci de soulever. Je ne l'avais pas perçu comme ça, mais ça me confirme ce que je croyais. Effectivement, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer de résister à ces rapports de pouvoir-là et à ces forces-là qui sont là dans la société à tous les niveaux. Merci. Vijaya, est-ce que vous aimeriez intervenir? Non, c'est fascinant de toute manière de l'extérieur. Enfin, j'apprécie beaucoup le débat. Mais je pense que lorsque vous parliez de l'exclusion, il va de soi que de chaque société, il y a des problèmes. Enfin, j'avais au début parlé de l'espace québécois comme un espace inclusif où on pouvait donc voir un certain type de littérature qui n'est pas du tout possible ailleurs. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a soit une censure, soit politique, soit sociale. Et actuellement en Inde, il y a des gros problèmes, comme vous savez, de la censure aussi. Et donc, en comparaison, quand je vois par rapport à ça, il me semble aussi qu'il y a beaucoup de questions qui sont aussi de la Première Nation, pas I'm not talking about the First Nations, mais the First World, hein, les problèmes du premier monde. Alors que, étant ici, les choses apparaissent de façon différente. Moi, ce qui m'avait frappé aussi au départ dans la littérature en tant qu'enseignante, c'était l'occultation, évidemment, des Premières Nations pendant longtemps et aujourd'hui, heureusement qu'on en parle. Toujours est-il que je pense que cette remise en question des espaces bleus, c'est une tendance actuelle dans beaucoup de pays et je pense que la pandémie n'a fait qu'accroître ce phénomène. Je pense qu'ici, nous vivons de manière suivante la religion majoritaire qui est toujours mise en avant. Et donc, ça ne m'étonne pas, je ne dis pas que c'est acceptable, mais ça ne m'étonne pas que ça ait eu lieu parce que c'est vraiment une maladie qui se génère et qui, est un peu partout. Hein? Bon, je sais que c'est un peu généralisant ce que j'essaie de dire, mais étant de l'extérieur, tout ce que je peux dire, c'est ça. Hein? Merci beaucoup. Ce panel intitulé « Le Québec, cet espace mouvant à la croisée de regards ». Alors, on a divisé, comme mon collègue Robert le disait, cette table ronde en 3 segments. Le deuxième segment, qui commence maintenant, s'intitule « Centre, périphérie, penser les territoires ». À la lumière de ce que Jean-Marc a dit plus tôt, on aurait pu intituler « Écart, penser les territoires », hein? Mais le rapport centre-périphérie, nous l'avions maintenu pour évoquer les rapports de pouvoir, justement, qui existent entre des régions pensées comme centre et des régions qui sont pensées comme périphérie. Donc, voilà. Donc, penser les territoires, le cadre de réflexion là, qui oriente la discussion de ce deuxième segment part de l'idée que le sentiment d'appartenance à un territoire, à une région, géographiquement localisée, à un espace local, c'est indissociable de l'imaginaire. C'est aussi indissociable ce sentiment d'appartenance aux dynamiques identitaires. Et j'aimerais peut-être que dans ce deuxième segment, on aborde des identités aussi de genre, si vous le voulez bien. Donc, l'appartenance territoriale, c'est aussi un dénominateur commun à la construction des récits collectifs, des mythes. Hein? Or, on sait que les territoires du Québec, ce sont des territoires, plus de 1,7 million de kilomètres carrés, 12 000 kilomètres de frontières terrestres et fluviales.
Ce sont aussi des territoires autochtones non cédés. Le Québec, c'est aussi des territoires qui sont régis par région, par des gouvernements autonomes régionaux. Je pense au Nunavik, bien sûr. Les territoires du Québec, ce sont aussi les villes. Les villes qui sont stratifiées, striées, dirait Deleuze et Guattari, découpées en espaces où les vivre ensemble, les épistémologies, le rapport à l'architecture, le rapport sensible à l'espace sont très diversifiés. Donc, le cadre de réflexion de cette table ronde porte sur deux questions, en fait, deux grandes questions. De quelle manière les dynamiques centre et périphérie ou les écarts, les rapports à la frontière, les rapports de force entre les espaces urbains, les espaces dits régionaux, voire sauvages, impactent-elles les productions culturelles, donc tant littéraires qu'en art visuel au Québec? Et peut-être aussi, comment le paradigme territorial peut-il nous aider à renouveler nos approches sur la littérature et les cultures au Québec? Donc, si vous voulez bien, je commencerai par un tour de table et ensuite on fonctionnera comme on l'a fait ce matin, de façon plus organique. Donc, la première question que je vais vous poser est double, en fait. Si vous le voulez bien, je vous inviterai à vous situer, c'est-à-dire quelle est votre expérience dans votre parcours personnel de chercheur, d'écrivain, de muséologue? Quelle est votre expérience sensible et située du territoire? Alors ça, c'est la première portion de la question. Et la deuxième question, c'est quelle place occupe la référence au territoire, qu'il soit physique ou imaginaire, dans votre travail de recherche, d'écriture, d'art visuel, de commissaire d'exposition? Est-ce que cette place, elle est déterminante dans vos travaux? Et comment? Ou occupe-t-elle plutôt une fonction périphérique? Donc, je peux procéder un peu comme Robert l'a fait en partant, je vais faire l'inverse. Est-ce que je peux t'interpeller, Jonathan, à répondre à cette première double question? Je n'ai pas eu le temps de prendre beaucoup de notes et d'y réfléchir, mais c'est certain que le territoire, je veux dire, oui, moi j'ai grandi au Lac-Saint-Jean, donc je n'ai pas grandi en ville. Lac-Saint-Jean, c'est les grands espaces, c'est le lac, c'est l'accès à beaucoup de nature et beaucoup d'eau. Alors, est-ce que ça a forgé qui je suis? Oui, je prétends que oui, définitivement. Maintenant, quelle place que je lui fais dans mon travail, je ne sais pas. Je ne pense pas que ça influe directement. Indirectement, inconsciemment, probablement. Mais disons que je n'ai jamais creusé ces questions-là. Mais il y a une question qui m'a interpellé récemment, puis j'en ai parlé récemment là, à propos de ce fameux territoire autochtone non cédé. J'ai réagi beaucoup à cette idée-là, notamment avec le territoire montréalais. Pardon. Donc, je vais parler rapidement de ce territoire-là, qui est très, très petit en termes de géographie, mais en termes démographiques, il est extrêmement chargé. La majorité de la population québécoise habite sur un territoire extrêmement petit, même si on parle de millions de kilomètres pour la province au complet. Et ce qui m'a interpellé, c'est que dans le récit, parce que Edith Anne, tu le mentionnes bien, hein, il y a tout l'aspect mythique, mythologique de récit de création d'un passé et d'une identité. Mais donc, dans ce récit-là, on veut dire que le territoire de Montréal était inoccupé. Donc, on parle de terra nullius. Hein? Et puis, puisqu'il était inoccupé, nous sommes légitimes de désormais l'occuper. Et ça m'embête beaucoup parce que j'ai l'impression que cette logique-là, on pourrait aussi l'appliquer à la majorité de la population québécoise. Entre Waskaganish, puis Kawawachigamak et Mistassini et Inukjuak, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois qui occupent et qui fréquentent ce territoire-là régulièrement. Et pourtant, en tout cas, dans le discours québécois, on ne va pas remettre en question la légitimité des prétentions sur ce territoire-là. Donc, cette logique-là d'occupation et de fréquentation du territoire, c'est comme si on la refusait aux peuples autochtones, justement pour se légitimiser et donc pour délégitimiser l'autre sur ce territoire-là. En même temps, et donc, je réalise que la population ne semble pas être très, très favorable ou encline, ou en tout cas n'aime pas se faire dire cela, qu'elle occupe un territoire qui n'a jamais été cédé.
Mais ce n'est pas étonnant en même temps, parce qu'il s'agit de regarder des ouvrages, des manuels scolaires récents. Hein, on parle des années 50, 60, c'est encore récent. Et puis, après avoir présenté la faune et la flore du territoire, bien, on disait aux lecteurs qu'il y avait autrefois des Indiens chez nous. Hein? Donc, non seulement ils sont pas chez eux, mais en plus, ils sont issus d'une autre période et ils sont secondaires à la flore et la faune. C'est extrêmement violent comme récit, mais c'est ce qu'on a enseigné pendant des générations. Donc, c'est certain que la population qui a été éduquée sur ces faits-là imaginaires, n'est pas préparée à se faire dire qu'elle est sur un territoire non cédé et donc que les Autochtones ont toujours des droits. Et moi, ce qui m'a interpellé beaucoup aussi dans ce débat-là qui est encore actuel, c'est la réaction qu'elle provoque, c'est l'insécurité. On sent que la population, c'est comme si elle se sentait menacée. Et ça m'intrigue beaucoup. Bon, je vais m'arrêter là, puis on y reviendra. Merci, Jonathan. Est-ce que, chérie, vous voulez poursuivre? D'accord. Alors, on bouge un peu. Mon territoire, c'est mon quartier. C'est un petit territoire, mais c'est un territoire qui m'a appris beaucoup. Ce n'est pas le quartier de ma naissance, c'est un quartier choisi. Ça s'appelle maintenant le Myland. Quand j'ai connu, c'est très gentrifié, très recherché maintenant, mais à l'époque, non. Dans la fin des années 70, c'était un territoire qui n'avait pas de nom, qui n'avait pas d'identité. Il y avait beaucoup de maisons de chambre, donc c'était pas, on ne savait pas c'était quoi. Et petit à petit, c'est un quartier qui s'est construit autour d'une certaine identité. Et cette identité, je la revendique pleinement. C'est une identité négative, c'est ni francophone Outremont, etc., ni anglophone de l'Ouest, c'est le quartier historique des immigrants. Et c'est un quartier polyphonique, puisque beaucoup de langues qui sont parlées, des langues d'immigration, des vagues d'immigration qui sont passées par là, qui ont laissé leurs traces. Et c'est un quartier où l'expérience du quartier qui a formé mon idée de la ville de Montréal comme une ville de transactions langagières, de traduction, je répète le mot, de la construction d'identités multiples, parce que disons que c'est dans ce quartier que j'ai fait l'expérience de cette vérité qui est que nous ne sommes pas une chose, nous sommes tous et toutes plusieurs choses en même temps. Oui, donc, et j'étais très à l'aise avec une certaine idée de Montréal comme traversée de langue. J'en ai parlé dans des articles, dans les livres. Mais j'étais aussi satisfaite, je parlais des langues en présence, des langues oubliées, le yiddish, mais j'étais moins consciente des langues supprimées et des langues qu'on n'entendait plus. Et je dirais que de plus en plus, je me rends compte des langues qu'on a laissées pour compte, des langues dont on n'a pas tenu compte. Et je pense que pour moi maintenant, le Mont-Royal devient cet endroit qui sera pour moi le lieu qui nous permettra de redécouvrir l'histoire des langues autochtones de Montréal. Merci, chérie. Peut-être qu'on pourrait passer la parole à une de nos panélistes en Zoom. Vijaya, voulez-vous prendre la parole? Oui, merci. Bon, je vais changer de peut-être courant un peu, parce que pour moi, l'espace en tant qu'étrangère, la première espace que j'avais découvert, l'espace montréalais, à travers donc l'œuvre de Tremblay, c'était la Maine.
Et pour moi, c'était donc un espace fascinant, imagé, imaginaire. Et deuxième chose, c'est que lorsque je venais pour des séjours à Montréal, donc c'était le boulevard Saint-Laurent. C'est une ancienne usine qui a été donc refait, alors avec un super condo très moderne. Mais alors que Saint-Laurent, enfin, vous savez mieux que moi ce que ça symbolisait, c'est diversité. Alors vraiment, cette impression de Montréal diverse est venue par donc cette rue symbolique qui divise donc à l'époque en deux, le francophone et anglophone, tout en sachant que les choses ont bien évolué depuis. Mais je pense que la main m'a beaucoup frappée parce que je voulais comprendre un peu ce sens et je pense que c'est extrêmement frappant dans l'imaginaire, surtout d'une étrangère. Et donc, pour moi, Montréal, c'était aussi ça, c'est-à-dire cet espace dont parlait Tremblay, mais dont, bon, évidemment, ce n'était pas ces espaces, comment dirais-je, officiellement, on n'en parlerait pas de ça. Hein? Donc, ces espaces qu'on voulait plutôt cacher, mais qui étaient donc mis en valeur. Et je pense qu'en tant que chercheur étrangère, c'est quelque chose de très, très révélatrice. Et donc, je reviens là-dessus pour dire, au début, lorsque j'avais dit que le Québec, la littérature québécoise, pour moi, est un espace d'inclusivité et de diversité. Et je pense que, de certaine façon, la découverte de Michel Tremblay avant d'autres auteurs avait formé cela. Donc, Montréal, pour moi, c'est donc plutôt imaginaire, même si j'avais fait plusieurs séjours. Donc, voilà pour expliquer aussi, lorsqu'on parle de langue, toutes ces difficultés pour une étrangère, avec le joual qui a été écrit dans certains textes. Je vous raconte une petite anecdote, ça vous fera rire, mais c'était le 25 anniversaire des Belles-Sœurs au TNM dans une mise en scène de Lorraine Pintal et j'étais avec une amie française et nous deux, lorsqu'on étudiait, on recherchait un peu sur ce domaine-là, on est allé voir donc cette pièce de théâtre et pendant tout ce temps-là, moi, indienne, et le français, c'est ma 5e ou 6e langue que je parle. Donc, évidemment, je ne maîtrise pas bien. Et je traduisais pendant toutes ces 2 heures la pièce à ma copine française qui ne comprenait rien. Alors, le français, parce qu'on a parlé, c'est quel français hein? Évidemment, ça nous fait rire, mais c'était quand même fascinant, cette anecdote. Je voulais donc partager avec vous la diversité. Merci, Vijaya. Cheryl, voulez-vous intervenir sur la question de votre position située et de votre expérience sensible du territoire et de la place qu'occupe le territoire ou les imaginaires ou physiques dans votre travail? Oh oui, oui, oui. J'avais un peu de la misère avec la notion je sais pas, de paradigme territorial parce qu'il y a bien sûr un jeu de pouvoir qui est impliqué dans les termes territoire et en tant que personne qui est née au Canada, mais d'origine chinoise, philippine, qui grandit dans un petit village à la campagne au Québec dans les années 80 et avant, plus à Toronto dans les années 70, j'ai jamais eu vraiment ce sentiment de je sais pas, un ancrage territorial, disons. Et avec le temps, j'aime ça. Je trouve ça me donne une certaine souplesse ou habilité de négocier, de ne pas sentir trop comme, pas trop attaché, mais quand même, j'ai des attachements, mais c'est fluide. Ce n'est pas comme un sentiment de propriété ou d'être propriétaire de cette chose. Donc, c'est bien qu'on problématise la notion de territorial, mais
en parlant de si ça a un impact sur la production culturelle ou je ne sais pas, mon travail artistique, je dirais absolument. Quand je pense aux œuvres que j'ai fait récemment, il y a toujours quelque chose qui est issu vraiment de mon expérience, de qu'est-ce que c'est vivre ici, qu'est-ce que c'était mon expérience et je réalise que c'est à la fois personnel, mais c'est à la fois une sensibilisation envers l'autre, de tout ce qui est autour de moi, qui fait en sorte que je veux réagir avec la culture plurielle. J'aimerais bien parler, par exemple, j'ai fait une œuvre sur l'aéroport de Mirabel et tous les différents récits qui sont soulevés par la question de cet projet plein d'hubris qui est arrivé fin des années 60, par exemple. Alors, du coup, c'est comme, OK, comment est-ce qu'on peut amener des différents points de vue autour de ce sujet? Et je suis suscitée à comme chercher un petit peu plus dans mon bagage et qu'est-ce qui m'a nourri, qu'est-ce qui a formé ma façon de négocier et exprimer comment ça pourrait être une expérience esthétique, mais aussi ouvrir nos esprits. Absolument que ça a un impact sur moi, sur ma création culturelle. Merci, Cheryl. Nicolas, voulez-vous intervenir sur cette question? J'avais préparé de quoi, mais je vais essayer autre chose. Parce que vous nous avez demandé aussi poser des questions plus personnelles. Un peu comme Cheryl, moi aussi, l'expérience des origines croisées a fait en sorte que l'appartenance n'allait pas de soi. Je ne suis pas né ici, je suis né au Chili. Je suis arrivé quand j'avais 4 ans. J'ai une grande sœur, un grand frère. Mon frère est 10 ans mon aîné. Donc, notre relation à notre pays d'origine est complètement différente, tout comme notre relation au Québec, au français, à l'anglais, à l'espagnol, etc. Et donc, pour moi, ça fait en sorte que la question de l'espace et du territoire est devenue centrale dans ma formation identitaire. Et puis en tant qu'écrivain par la suite. Et puis, c'est central. Et quand je parle du territoire, ce n'est pas juste comme un thème, disons, pas juste ça dans le sens conceptuel, mais aussi formel. Dans mes recherches, dans mon travail doctoral, puis aussi dans mon écriture, je me rends compte que je vois l'écriture spatialement. Je considère pas mal tout spatialement, l'écriture, l'exil, la langue, l'imaginaire, tout ça, ce sont des espaces dans mon travail. Et donc, j'ai comme une vision très métaphorique de l'espace. C'est ça que je veux dire par forme littéraire, c'est-à-dire que ça va... c'est ça, l'espace devient la métaphore de ma façon de concevoir l'appartenance à des lieux, entre autres. Et la métaphore, c'est une construction, c'est pas juste une figure de style. J'ai enseigné au cégep pendant un temps, puis on dit aux étudiants, métaphore, c'est comme une comparaison sans comme. Bon, c'est un peu trop facile, mais ce qu'on dit quand on dit ça, c'est pas c'est quelque chose qui arrive d'en haut et voilà, une métaphore est créée parce qu'on a juste entendu comme il y a quelqu'un qui a fait quelque chose, qui a construit une image, disons, littéraire, formelle, pour arriver à un sens. Et cette construction-là, c'est la construction, à mon avis, de l'appartenance. Le territoire, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. L'appartenance à un lieu, c'est quelque chose qui est construit. C'est une forme. Et c'est comme ça que je le considère. Ça fait en sorte que, pour moi, comme le dit Cheryl, ça crée une genre d'habileté à une force d'adaptation, mettons, à différents lieux, à différents contextes, parce que c'est pas quelque chose qui est inné, en fait, c'est parce que j'ai été entraîné ou je me suis entraîné à construire ces métaphores-là
toute ma vie, à construire ma relation à différents lieux. Et donc, ça devient une pratique. Une pratique, comme on dit, je me suis pratiqué à ça toute ma vie. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. L'autre chose, c'est que je pense que oui, le paradigme territorial, en tout cas pour moi, peut aider à renouveler les approches de recherche et de création, mais tant aussi longtemps donc que ce paradigme est considéré comme quelque chose qui est construit et qui donc peut être renouvelé sans cesse. Je me répète un peu à ce que j'ai dit ce matin, qui peut être réévalué, réécrit, etc., être repensé, voire être déconstruit. Et aussi en conscience du fait que délimiter des territoires, penser des territoires a aussi un potentiel d'exclure. Et aussi, délimiter des territoires, penser des territoires, en construire, ça produit aussi des frontières, ça produit des limites. Et je pense que le paradigme territorial peut vraiment servir, peut être même émancipateur, mais seulement si on considère les frontières qui sont créées dans cet exercice de délimiter des territoires, parce qu'aux frontières, moi j'aime beaucoup ce que Gloria Anzaldúa et d'autres théoriciennes et militantes chicanas disent sur les frontières. Les frontières sont considérées comme des lieux habitables, ou en tout cas comme des lieux d'échange, où tout est possible, où les personnes exclues des territoires délimités ont une voix, sont entendues, peuvent échanger. C'est le lieu d'émétissage. Et donc, je pense que c'est de cette manière-là, en considérant les frontières et les gens qui transigent, voire qui vivent, en tout cas qui s'y expriment et qui, dans ce lieu-là où tout est possible, donc ces personnes-là créent aussi toutes sortes de formes hybrides d'expression. C'est comme ça, en fait, que ces territoires-là peuvent devenir un peu moins exclusifs, un peu moins hégémoniques. Voilà. Merci. Il y a une première qui dit « Rassembler, c'est aussi exclure ». Je pense que, alors, vous avez dressé tous ensemble une cartographie fort intéressante, je pense, du Québec, de la Maine au Mile End, au lac Saint-Jean, en passant par la campagne québécoise et en provenance du Chili. Mais ce qu'on constate, c'est que la référence au territoire, elle révèle, comme vous l'avez bien dit, des espaces cachés. Je ne me souviens plus lequel et laquelle d'entre vous avait employé ce terme-là. Mais je dirais aussi de la fracture sociale, de la violence épistémique et des insécurités. Donc, des rapports de pouvoir et de domination. Donc, ma deuxième question, en fait, j'avais une question sur les frontières, mais les frontières, donc, prises au sens large. Mais je voulais un peu vous interpeller sur justement la complexité des rapports de pouvoir entre les espaces dits centres et périphériques. En art visuel, par exemple, j'aurais un exemple simple. Si on pense par exemple aux premières institutions muséales ou les galeries qui ont exposé par exemple de l'art autochtone, moderne et contemporain, bien, ça a souvent été à Alma, par exemple, à Langage Plus, en dehors des régions dites centrales. Donc, il y a cette dynamique de pouvoir fort importante dans le milieu de la culture visuelle entre les milieux urbains et les espaces dits périphériques ou les régions dites éloignées. Donc, je voulais un peu vous poser cette question dans vos domaines, dans vos champs d'expertise. Quelles sont ces dynamiques de pouvoir, ces enjeux entre les espaces dits centres et périphériques? Je ne vous interpellerai pas, je ne sais pas qui veut commencer, peut-être de façon très fluide et organique. Chérie? C'est juste une remarque parce que je m'entends parler, puis je parle du Mile End dans le temps, et je suis consciente de ce qu'est le Mile End aujourd'hui. Et je suis consciente du fait que ce que je considérais comme un lieu un peu sauvage, un peu qui dérangeait les vérités de l'époque, ce lieu est devenu tout à fait au centre. Et j'ai acheté ma maison et je suis propriétaire. Et je parle de rapports. Alors, ces rapports sont mouvants. Alors, ce que je considérais comme vraiment un geste rebelle, et puis moi, je parle des marges et je suis une migrante comme vous. Enfin, c'est plus du tout vrai. Donc, j'habite le centre maintenant. Donc, les espaces, j'avais uniquement cela à dire. Les espaces sont en constante mouvance et ce qui est périphérique peut devenir central. Juste pour l'anecdote, je fréquente la Naudière parce que
un petit chalet très rustique. Et mais à Saint-Gabriel, maintenant, les fins de semaine, il y a vraiment beaucoup d'Haïtiens qui vont là au lac. Ça a changé, c'est vraiment, et c'est formidable. Vraiment, la campagne n'est plus la campagne québécoise. Il y a il y a des quartiers italiens dans la Naudière qui ont été achetés par des Italiens et tout. Donc, c'est un changement aussi. Alors, le territoire franco-franco, et puis on le sait que depuis toujours, Rwanda, c'est le terrain des immigrants dans l'industrie minière et tout. Donc, c'est ça, ces rapports de pouvoir, centre-périphérie, peuvent s'échanger. Merci, chérie. Oui, Nicolas? Ces rapports-là s'échangent aussi parce que ce sont des êtres humains qui se trouvent dans ces territoires-là, les délimitent, les colonisent, les habitent, en font usage, etc. Et donc, forcément, ça crée des changements comme ça. Effectivement, le centre c'est-à-dire les marges de certains peuvent devenir les centres des autres. Et c'est pour ça que moi, je sais pas, je privilégie une approche un peu intersectionnelle de ce paradigme territorial-là, mais aussi une approche nourrie par les études queer qui essaie de considérer les balises, les cadres comme les balises des cadres qui soient sexuels, genrés, biologiques, politiques, même géographiques, comme des récits finalement. Comme des récits à relire, à réécrire, à réévaluer, de manière à se distancer des certitudes et d'éviter de réitérer des hégémonies dont le point de départ était genré et sexuel et d'orientation aussi, mais qui dépasse cette question-là pour aller vers des questions plus largement politiques et aussi d'éviter de reproduire des dominations et de maintenir un certain pouvoir, et les territoires ne sont pas à l'abri de ça. Ouais, voilà. Je ne sais pas trop comment répondre à la question autrement. Merci. Peut-être, Jonathan, je pense, Oui. Je pense, par exemple, je ne sais pas moi, au Salon du Livre que Louis-Carl Picard-Sioui a établi depuis quand même quelques années à Wendake. Comment ça se passe, les enjeux dynamiques de régions dites centre-périphérie pour la culture, la littérature Wendat, par exemple? Mais je dois dire que, bien que Louis-Carl Picard-Sioui soit mon petit cousin, en fait, on dit qu'on est cousins, j'ai pas vraiment participé à ce Salon du Livre-là. Je trouve que c'est une initiative incroyable et ça... Louis-Carl, comment je dirais? Je ne veux pas parler en son nom, mais je veux dire, il le fait parce qu'il y croit et parce qu'il a vu que la littérature autochtone, elle avait une valeur et qu'elle était en émergence, et il a voulu créer cet espace-là. Est-ce qu'il y avait des idées de grandeur pour que ça devienne un grand salon international? Je ne pense pas qu'il en était là au départ, même si peut-être qu'il y croyait, mais je pense qu'il le fait tout simplement parce qu'il devait le faire. Il croyait qu'il devait le faire. Et heureusement, ça a fonctionné. Heureusement, le Salon du Livre prend de l'ampleur à chaque année. Et ça, je trouve que c'est une initiative locale, très communautaire, si on veut, et qui a pris de l'ampleur. Et je pense qu'il faut applaudir cela. Maintenant, est-ce que c'est parce que c'est proche de la ville de Québec? On pourrait toujours plaider cet argument. Wendake a toujours su tirer profit de sa proximité avec la région de la capitale nationale, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle dans la province de Québec. Mais, et donc, nécessairement, le Salon du Livre, je veux dire, ne fait pas exception à ce principe-là d'une proximité avec la ville, finalement. Mais ça n'enlève rien à la valeur de l'événement. Je veux juste revenir peut-être, Edith Hans, parce que tu as parlé de Alma. En fait, c'est là que j'ai grandi, Alma. Je pense qu'on se l'avait déjà dit dans le passé. Mais peu importe. Non, mais c'est parce que ça me rappelle quelque chose. C'est que moi, j'ai habité à Gatineau. Puis Gatineau, je considère que c'est une région, même si ça fait partie de la capitale, la région de la capitale nationale.
fédéral. Hein? C'est toujours les enjeux de capital. Mais mon point, ce n'est pas ça. C'est que donc, j'ai grandi en région et c'est vrai que les rodages, hein, les spectacles de rodage, avant de venir faire le grand événement à Montréal, qui est le centre, bien, où se trouvent les foules, se trouve l'influence, où se trouvent les grands médias, bien, ils vont se pratiquer en région. Et j'ai toujours trouvé ça intéressant comme principe, même si je le comprends, c'est comme si les régions étaient moins importantes. Et on dirait que ça me fait penser que les régions, finalement, ils sont condamnées à demeurer en périphérie et à ne jamais être les sources d'influence, puisque les gens vont se pratiquer en région comme si les gens étaient moins importants et avaient droit à un spectacle de moindre qualité, puisque ce qui est important, c'est de frapper un bon coup dans la région de Montréal. Alors ça m'a intrigué, mais je pense qu'on ne peut pas vraiment y échapper à ces zones-là, à ces démarcations-là, à ces délimitations-là entre le centre et les périphéries. Ceci étant dit, même si Gatineau est une région, selon moi, ça peut devenir aussi un centre et sans que ça change dans le temps, comme vous l'avez évoqué, qu'il y a une mouvance entre la relation centre-périphérie. Gatineau peut aussi être considéré comme un centre dans le sens que le Musée canadien de l'histoire, où j'ai travaillé pendant 5 ans avant de venir travailler au Musée McCord, est le centre nécessairement, puisqu'il est une destination touristique centrale, puisqu'il est dans la région de la capitale nationale et qui qui recevait jusqu'à 1,2 million, je crois, de visiteurs par année. Et ça, c'était un lieu de pouvoir dans le domaine de la muséologie, même si c'était d'un point de vue provincial au Québec, une région. Et, excusez-moi, pourquoi je parle d'un lieu de pouvoir dans le milieu de la muséologie, c'est que quand, par exemple, une exposition d'un petit musée régional, donc peut-être de l'Abitibi ou de peu importe une autre région, voulait faire circuler son exposition, donc faire une exposition itinérante, c'est certain qu'il aurait aimé dans son circuit avoir comme destination le musée de l'histoire. Mais le musée de l'histoire étant un musée national, est-ce qu'il était intéressé à recevoir une exposition d'une réalité très régionale? En fait, tristement, la réponse, c'est plutôt non, puisque leur mandat étant national, ils ne pouvaient pas seulement faire autant de place dans une institution comme ça pour une réalité très locale. Et bien entendu, ils préféraient accueillir des blockbusters comme Reine d'Égypte, par exemple, donc ce qui va attirer des visiteurs. C'est ça. Alors, ça devient, c'est ça. Donc, la région peut devenir aussi un lieu de pouvoir, dépendamment de l'endroit et de la renommée des institutions qui s'y trouvent. Merci, Jonathan. Est-ce que Cheryl ou Vijaya voulaient intervenir? Oui, Vijaya? Alors, de nouveau, je pense que je pars peut-être un peu à la dérive, mais il y a un phénomène qui m'a toujours intriguée aussi, c'est par exemple les populations diasporiques. Hein? Donc, il y a beaucoup d'Indiens qui habitent au Québec, notamment à Montréal, mais pas à la campagne. Et donc, ils ont cette communauté qui organise aussi des festivals de films de l'Asie du Sud. Et comment, par exemple, cette reconnaissance qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire les films qui ont été sélectionnés pendant ce festival qui a lieu à Montréal, ou ça pourrait être à Chicago ailleurs, mais je dis dans le cas de Montréal, et comment ce film sera accepté en Inde plus tard parce que cela a eu une reconnaissance dans un territoire étranger, même si c'était géré par une petite communauté diasporique. Hein? Et je pense que ça, peut-être, c'est une réalité que vous ne serez peut-être pas aussi sensible, étant donné que vous êtes, donc la plupart de vous êtes du Québec, mais ça m'a toujours frappé, hein, cette notion d'une activité, d'une production culturelle ailleurs, mais qui est portée au Québec, qui a une étiquette par la suite d'avoir gagné, d'avoir été finaliste. Enfin, donc ces questions de territoire, centre et périphérie sont en jeu. Et voilà, je vais juste faire cette remarque. Merci, Vijaya. Cheryl? Oui, merci. Je crois que dans l'art contemporain, l'art visuel, il y a un jeu de pouvoir très classique, centre-périphérique.
Mais il y a quand même une évolution que je remarque avec la naissance de certaines nouvelles institutions comme la Fondation Grantham, par exemple. Aussi, je réalise que si je pense à mon travail en tant que commissaire, il faut continuellement se forcer à sortir vraiment de ces sentiers battus, ces pistes conventionnelles, de sortir, de quitter la ville puis aller ailleurs. Je sais que je suis allée plusieurs fois à Sherbrooke pour aller voir les expositions dans les galeries universitaires. Je trouve qu'il y a un excellent travail qui se fait au musée de Joliette, musée de Rimouski. Donc, on peut pratiquer à décentraliser notre façon de faire et ça, c'est quelque chose qui doit se faire en continu pour créer un équilibre parce qu'il y a des choses qui se passent et je veux, même quand je dis ça, je réalise que c'est tellement, tellement ancré dans notre façon de penser centre périphérique. Il faut comme rediriger cette façon de penser. Il y a aussi un phénomène avec la pandémie qui arrive où les artistes vont quitter les villes pour vivre à la campagne, pour chercher justement plus de liberté, plus de place pour exercer leur pratique. Et ça aussi réhabite, réinvigore et rééquilibre un peu cette jeu de pouvoir inégal et je trouve ça excitant parce que avec les artistes vient beaucoup de bonnes choses et ça c'est un peu ce que j'observe en ce moment. Merci, Cheryl. Alors, je pense qu'on peut retenir au moins 3 choses. Bon, le rapport de force qui est bien réel dans chacun de nos domaines, mais aussi cet effet de basculement entre centre et périphérie et cet espoir, en tout cas, de décloisonner les frontières entre ces différentes régions. J'aurais d'autres questions, mais le temps file et je pense que ça clôt ce dernier segment. Alors, je vous remercie infiniment. Alors, je pense qu'on peut amorcer ce dernier segment qu'on avait placé sous le signe thématique, en fait, un double signe thématique, des termes qui se recoupent, comparaison et traduction. Il nous reste très peu de temps, en fait, pour aborder ce nouveau segment, mais en même temps, je suis rassuré dans la mesure où, du moins, la question de la traduction a été largement abordée dans les 2 dernières heures, et puis il n'y a peut-être pas lieu de revenir abondamment là-dessus. Mais j'aimerais quand même qu'on fasse un point autour de ces questions de comparaison. Comment on perçoit le Québec de l'étranger, et de l'étranger, entendons-nous qu'il y a des rapports de proximité avec le Québec, mais il y a aussi des rapports d'éloignement. Je pense bien sûr à Cheryl qui a travaillé beaucoup entre les littératures canadiennes et québécoises, mais à l'inverse, Vijaya, depuis l'Inde, regarde le Québec à partir d'une culture qui est totalement différente. Donc, les rapports entre le Québec et le reste du monde sont très différents, très variés et soulèvent des questions qui sont forcément aussi, elles, très, très différentes. Alors, on n'aura pas beaucoup de temps pour aborder ce chapitre-là, parce que je voudrais aussi qu'on profite de ce dernier segment pour clore notre séance d'aujourd'hui. Et comme on l'avait annoncé au tout début, peut-être donner l'occasion aux gens du public, les gens qui nous suivent en Zoom, d'intervenir pour clore cette séance. Alors, donc, ce segment que j'avais intitulé, ou que nous avions intitulé « Comparaison et traduction », soulève la question de comment on perçoit le Québec. Est-ce qu'on s'intéresse encore
au Québec aujourd'hui de l'extérieur. C'est une thématique qui a été, je pense, abordée dans une séance hier après-midi. Et la question qu'on pose aujourd'hui fait écho à ce qui a été dit dans la journée d'hier. Mais j'aimerais peut-être qu'on renouvelle peut-être cette question-là, peut-être en me tournant vers Chéri, qui a vu évoluer aussi, je pense, les rapports académiques ou scientifiques entre le Québec et le reste du Canada à partir de la lorgnette de la traduction. Mais vous avez baigné, je pense, dans deux cultures académique. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore un intérêt pour le Québec? Et puis, s'il y a un intérêt pour le Québec du point de vue du Canada anglais, puis là, j'inclus le Canada anglais qui est ici à Montréal, comment cet intérêt-là s'est transformé avec les années? Qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui le Canada anglais dans ce qu'est devenu, ce que devient le Québec? Merci, c'est une grande question. Je pense que mon collègue Robbie serait aussi en mesure de répondre. Je pense que ce qui intéresse le Canada anglais, c'est ce qui intéresse le Québec lui-même. C'est parce qu'on s'intéresse au féminisme, on s'intéresse à la question queer, on s'intéresse à des courants de marché, les questions autochtones surtout. La littérature canadien-anglaise est devenue, elle s'est tournée vraiment de façon impressionnante vers la question des marginalités, les questions du racisme, la question de l'exclusion des Premières Nations. Et je pense qu'on trouve les mêmes intérêts. Donc, c'est pas comme si le Québec représente une réalité totalement différente, mais c'est, disons, la continuation des thèmes qui intéressent d'un côté sont formulés différemment de l'autre, mais ce sont les mêmes thématiques de l'espace, par exemple. Je vais juste dire, pour ce qui me concerne, que disons qu'un nouvel aspect pour moi de comparaison était celle des villes. Alors, puisque pour moi, le centre de mes recherches a été Montréal, et Montréal comme ville en traduction, Montréal plurilingue, Montréal, ville divisée et en ville de croisement aussi, j'ai été portée à moi-même essayer de comparer Montréal à d'autres villes. Est-ce que Montréal est une ville sui generis de ses rapports? C'est une ville quand même complexe dans ses rapports de langue. Ce n'est pas New York, ce n'est pas Toronto qui ont chacune une langue dominante avec plein d'autres langues, mais une langue dominante qui n'est pas contestée. Alors qu'à Montréal, le français est constamment en dialogue avec l'anglais de façon parfois très positive, des fois un peu moins. Et donc, j'ai été amenée moi-même à explorer d'autres villes comme Barcelone, ou le Calcutta colonial que j'ai étudié, ou des villes, Habsbourg d'ailleurs, les villes de fin du 19e siècle en Europe, qui avaient des rapports similaires entre l'allemand et le tchèque, par exemple, à Prague. Donc, c'est un autre angle de comparaison que j'ai trouvé extrêmement nourrissant, et qui partait d'ici pour aller ailleurs, alors plutôt que l'inverse. Vijaya, je crois savoir que vous avez un projet qui se développe depuis quelque temps qui concerne la littérature québécoise, la culture québécoise au regard de l'Inde. Vous essayez de relancer la recherche ou les études québécoises en Inde. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet rapidement et nous expliquer un peu quelles étaient les motivations derrière ce projet-là, en quoi il consiste? Donc, pour dire rapidement, en fait, je me rends compte qu'en Inde, bon, déjà,
les études françaises et francophones sont assez minoritaires dans un pays comme le nôtre, même si le français en tant que langue étrangère est de plus en plus populaire, mais en tant que discipline d'études universitaires, c'est assez limité. Mais malgré ça, l'université à laquelle j'appartiens, donc Jawaharlal University, on était très pionniers. On avait introduit les études québécoises comme d'autres littératures et études francophones également. Alors, je me rendais compte que dans d'autres universités qui dépendaient largement de la nôtre, parce qu'ils ont pris comme modèle nos programmes, etc. Mais je me suis rendu compte que très vite, que dans les autres universités, c'était un peu le même programme et qui était un peu figé dans la Révolution tranquille, les années 70 ou plus tard, et donc ça ne bougeait pas et ça ne représentait pas la réalité ou l'actualité québécoise. Et donc, j'ai demandé donc à Yves de participer à ce projet avec moi et qui s'intitule tout simplement « Lire le Québec en Inde ». Donc, à travers 3 aspects, l'enseignement, la recherche et la traduction. Je ne suis pas traductrice moi-même, mais donc, il y a des traducteurs en Inde qui pourraient faire ce travail et qui sont universitaires aussi. Donc, l'idée, c'est de prendre 3 œuvres québécoises écrites par des Québécois, des écrivaines au féminin, donc, mais qui représenteraient, par exemple, on a choisi donc, un ouvrage autochtone donc, pour montrer cette diversité, et aussi un ouvrage qui représente la transculturalité, et puis une dramaturge québécoise, et pour les traduire en 4 langues indiennes. Donc, il y aurait, c'est un grand projet dans ce sens-là, la traduction d'une douzaine, une douzaine de traductions à partir de ces 3 œuvres québécoises, vraiment dans l'esprit combler ces lacunes dans la connaissance et de ne pas vouloir se contraindre à l'université, mais ces traductions aussi, c'est pour le grand public. Qui peut encourager dans l'avenir une sorte d'étude comparative. En fait, les questions autochtones nous touchent aussi d'une manière différente, mais ça nous touche également. Nous avons aussi nos populations autochtones qui ont été minorisées et marginalisées. Et puis la question, évidemment, de féminisme est toujours de l'actualité, d'autant plus, chez nous, ça a pris du temps. Voilà, c'est pour adresser donc toutes ces questions-là. Donc, on a pris un projet qui va démarrer dans quelques mois, mais c'est un projet qui va s'étaler sur 3 ans. Et je pense que je vais dépendre largement des collègues et chercheurs québécois pour aussi nous donner des conférences. Et maintenant, en ligne, ce serait très facile et faisable pour sensibiliser le public, mais aussi des jeunes, surtout les jeunes Indiens, à une réalité qui est beaucoup plus actuelle que d'être figé dans une période il y a 77 ans. Voilà, en gros, Yves, mais s'il y a des questions plus tard, je saurai répondre. Merci, Vigée. J'ai peut-être une question que j'aimerais soulever à Cheryl Sim. On parle de traduction, on parle de comparaison qui implique nécessairement des langues, mais je crois savoir que vous avez fait un doctorat à l'UQAM, qui est terminé, je pense déjà, mais vous êtes issu d'une culture académique plutôt anglo-saxonne, vous avez fait vos études à Toronto. Est-ce qu'il y a eu des défis particuliers en transitant vers le Québec et en faisant une thèse à l'UQAM? Est-ce qu'il y a eu des défis particuliers au niveau des approches théoriques? Est-ce qu'il y a eu un travail de traduction à faire à partir de la culture académique dans laquelle vous avez baigné longtemps et celle qui était en vigueur ici à l'UQAM, sans penser que les approches théoriques sont homogènes au Québec ou ailleurs, mais est-ce qu'il y a des défis qui peuvent s'apparenter à un travail de traduction de cet ordre-là? Ouh là là, très intéressant. Oui, je ne sais pas comment bien répondre parce que peut-être ma situation était un peu particulière dans le sens que j'ai grandi à partir d'11 ans au Québec et j'ai eu
cette opportunité d'apprendre un peu le français. Mais mes questions de traduction directement, ça, c'est pas quelque chose qui a soulevé des grands enjeux pour moi personnellement. Ce que j'ai réalisé peut-être ou découvert était que mes champs d'intérêt qui sont diaspora et théorie post-colonialiste étaient peut-être moins évolués dans le contexte francophone que peut-être dans le monde anglophone. Mais ce que j'ai remarqué est que dès qu'il y avait une bonne traduction des textes, je ne sais même pas s'il y a une bonne traduction de Location of Culture de Homi Bhabha, mais quand il y avait d'autres traductions, et surtout avec les contributions de France Fanon et ses collègues, alors là, on a une certaine richesse, mais il faut comprendre aussi que c'est issu aussi d'une francophonie ancrée. Il faut comprendre et apprécier l'histoire, le contexte de ces écritures aussi. Donc ça, c'est plus la chose que j'ai remarquée lors de mes études à l'UQAM. Je ne sais pas si ça aide un petit peu, mais... Oui, merci. Oui. Peut-être que je renverrai la question à Nicolas, qui a vécu un peu la même chose. C'est intéressant aux questions queer, notamment. Vous étiez devant une littérature théorique essentiellement anglophone. Comment s'est fait cette transition-là? Est-ce qu'il y a des fossés? Est-ce que vous avez constaté des fossés entre les cultures académiques anglo-saxonnes et celles qui sont en vigueur ici au Québec? Oui, vraiment. Mon doctorat, je le fais dans le même programme que Cheryl l'a fait en études et pratiques des arts. C'est un programme, je trouve, qui accueille. J'ai fait mon bac et ma maîtrise en littérature ici à l'UQAM. Je trouve que études et pratiques des arts, c'est un type de programme complexe, très interdisciplinaire, mais qui accueille plus facilement ce type d'épistémologie que, par exemple, des études littéraires en français à l'UQAM ou à l'Université de Montréal. Ça change, là, mais ouais, c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de faire mon doc-là. Et aussi parce que, c'est ça. Donc oui, il y a je trouve ça intéressant ce que Cheryl dit sur l'idée qu'il y a des traductions. Bon, le livre d'Homi Bhabha a été traduit, effectivement, mais ce sont des traductions faites en France. Ben oui. Je vais revenir sur la traduction. Tu sais, je parle du point de vue donc de chercheurs qui travaillent sur les études postcoloniales et les études queer, mais aussi en tant qu'écrivain, mais aussi en tant qu'éditeur. En tant qu'éditeur, je travaille avec des auteurs, des autrices et des traducteurs et traductrices pour faire des traductions. Les traductions d'ouvrages de l'extérieur du Canada ne sont pas subventionnées. Et donc, déjà, ça limite l'intérêt que nous pouvons avoir sur l'ailleurs. Tu sais. Je flippe un peu la question, c'est-à-dire, est-ce qu'on s'intéresse au Québec, disons, en littérature, disons, est-ce que nous, on s'intéresse à d'autres? Il y a beaucoup de contraintes qui font en sorte qu'on n'arrive pas à activer ou en tout cas à performer, si on veut, l'intérêt qu'on voudrait avoir vers d'autres lieux. Et donc, l'échange est beaucoup plus limité. Ces contraintes financières-là de traduction, ça fait en sorte aussi que je pense qu'au Québec, on serait plus à même de pouvoir traduire des ouvrages américains, des ouvrages latino-américains qui sont la plupart du temps, la très grande majorité du temps, traduits par la France. Et donc, ça crée comme un genre de saut par-dessus nous qui fait que
moi qui travaille beaucoup sur les études latino-américaines, ben, l'intérêt des littéraires et des universitaires envers le Québec passe souvent par la francophonie, le Québec, et aussi la France. Ça passe par des alliances françaises, des choses comme ça. Donc, la France est toujours extrêmement présente et contribue un peu au rapport colonisé qu'on peut avoir avec la France pour que les livres écrits en français au Québec soient distribués à l'étranger. Ben, à l'exception de quelques maisons d'édition qui ont les reins assez solides, encore une fois, la question financière entre en jeu, mais il faut que ce soit des maisons d'édition étrangères, françaises, la plupart du temps, qu'elles achètent les droits de ces livres-là. Parfois, ces livres-là sont réécrits, des titres sont changés. Querelle de Roberval de Kevin Lambert en France s'appelle Querelle. On a enlevé le à Roberval, comme si on enlevait le à Reims, de Retour à Reims, de Désiré-Bon pour le public au Québec. Tu sais. Et donc, il y a tous ces enjeux-là font en sorte que ces échanges-là sont vraiment difficiles à tenir parce que au Québec, on s'est beaucoup intéressé à l'américanité. On a essayé de s'inscrire dans une américanité, mais qui souvent s'arrêtait aux États-Unis, qui n'était pas une américanité Las Américas. Et donc, ça fait en sorte que comment est-ce qu'on peut susciter beaucoup d'intérêt dans l'américanité qui n'est pas l'américanité des États-Unis, qui n'est pas dans un rapport un peu colonisé avec la France. On a tellement de contraintes financières, coloniales, nationales, qui font en sorte que j'ai l'impression que ces échanges en littérature sont très difficiles à avoir. Voilà, mais là, je ne réponds pas du tout à ta question, mais... J'aimerais bien enchérir parce que ça fait des années que nous militons pour des changements dans la politique canadienne, par exemple, des subventions à la traduction, qui est toujours cantonnée dans une politique nationale du bilinguisme et qui n'a pas encore fait le pas. Je pense que c'est très, très important ce que dit Nicolas et je pense qu'il faudrait qu'il y ait une espèce de mouvement. Enfin, je pense que peut-être que le CRILC pourrait y contribuer, enfin, comme un axe de recherche et de promotion de la traduction comme outil. C'est-à-dire qu'il faut changer un peu la mentalité en ce qui concerne la traduction. Très longtemps, au Québec, la traduction a été perçue comme une inféodation. On traduit les autres parce qu'on est contraint de le faire parce que les idées viennent des autres, puis on voudrait que les idées viennent de nous, mais on se rend compte que la traduction pour pas tomber dans les poncifs, mais c'est pas juste un enrichissement, mais c'est la production de la différence, mais la production de la différence qui est spécifique à ce lieu de production de la différence. Autre élément intéressant, c'est que j'ai fait un numéro de Spirale il y a bien des années qui s'appelait « Traduire la théorie ». Alors, traduire la théorie, dans ce temps-là, c'était traduire du français vers l'anglais parce que la théorie était française. Vous vous en souvenez? Peut-être. Il y avait Foucault, Derrida, Barthes, on traduit, et toutes les théories féministes. Et maintenant, le vent a tourné et puis la théorie vient évidemment encore de la France, mais vient beaucoup de l'anglo-saxonie. Et c'est de penser la traduction comme une activité créatrice, ancrée dans les réalités d'ici. Il y a, comme dit Nicolas, certaines maisons d'édition qui ont osé aller dans ce sens-là, mais il faut peut-être, on le fait du côté littéraire un peu plus, il faut davantage miser sur les sciences sociales et sciences humaines et former aussi les traducteurs et traductrices en sciences humaines parce que ça fait partie de la littérature québécoise, cette production de la théorie en langue française. Il faudrait leur faire ce numéro-là pour voir... Jonathan, je vous ai entendu réagir à ces questions de traduction. Est-ce que dans le domaine de la muséologie, c'est un souci ou en tout cas c'est un défi particulier? Comment se vit le travail du responsable de musée dans le contexte des langues multiples qui caractérisent les communautés autochtones, dans leur rapport aussi aux langues dominantes que sont l'anglais et le français?
Est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus? Bien, c'est certain que nous, en tant qu'institution publique, on essaie de, bien, c'est-à-dire on traduit effectivement les textes donc, dans les 2 langues officielles pour des raisons évidentes, notamment légales quand on travaille au gouvernement fédéral comme le Musée canadien de l'histoire, mais au Musée McCord, on le fait aussi parce qu'on sait que notre clientèle est en grande partie anglophone, entre autres les visiteurs étrangers. Ceci étant dit, on essaie aussi d'inclure les langues autochtones. Mais bien entendu, on ne pourrait pas avoir un mur de texte traduit en 11 langues autochtones qui trouvent de toute façon très peu de locuteurs. En termes d'espace, ça serait illogique, ce serait pratiquement irrespectueux en même temps, même si l'intention, ce serait justement d'honorer ces langues-là, de fournir des textes et des textes partout sur les murs, ça n'aurait aucun sens d'un point de vue muséologique. Alors, on essaie au moins de traduire les noms d'objets dans les langues autochtones ou sinon des titres ou des sous-titres. Donc, on fait quand même une place pour inclure les langues autochtones qui sont grandement menacées un peu partout dans le monde, en fait. Mais en dehors du contexte muséologique, il y a tout le contexte académique, donc la production historiographique dans mon cas, parce que je viens de l'histoire, c'est ma discipline. Je remarque une grande différence. Si les sujets sont les mêmes, hein, oui, il y a un intérêt envers les études autochtones, l'histoire autochtone, l'anthropologie, tout ça, de part et d'autre de la frontière québécoise et anglophone. Je fais exprès pour créer cette frontière-là, je ne prétends pas qu'elle existe. Mais sauf que dans le rendu, dans le traitement que l'on fait de ces thématiques-là, je vois une très grande différence entre l'historiographie anglophone, surtout canadienne. Je trouve qu'elle est beaucoup plus favorable envers les causes autochtones, notamment au Québec. Et ma compréhension, c'est que cette historiographie-là, cette production historiographique-là, elle est affranchie d'un certain poids politique qui pèse ici au Québec. Au Québec, je sens que c'est important de réduire leur importance historique et démographique aux Autochtones, aux populations du territoire, pour toutes sortes de raisons qui servent bien le discours qu'on veut hégémonique et patriotique au Québec, mais aussi pour légitimiser, je reviens à la question du territoire, cette présence-là coloniale sur un territoire qui est autochtone à la base. Et je sens que les anglophones sont plus aptes ou plus intéressés à faire ressortir l'agentivité des populations autochtones, leur impact et leur contribution dans l'histoire. Et ils considèrent aussi, c'est mon feeling, là, parce que je côtoie et je communique avec des auteurs anglophones, des historiens anglophones, et je sens que les Autochtones, ce n'est pas seulement un sujet externe, lointain de l'histoire, mais ils considèrent que c'est aussi des populations vivantes qui sont toujours actuelles aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. Puis, juste pour terminer là-dessus, je l'ai vécu personnellement dans le sens que j'ai préparé un texte, un chapitre avec un auteur anglophone sur un sujet que je connais bien et que lui connaît bien. Donc, on est co-auteur. Et ce texte-là, quand on l'a soumis à un éditeur québécois, on a senti ce besoin-là d'atténuer ce qu'on voulait rehausser. Tandis que quand on l'a soumis à un éditeur anglais, Oxford, Angleterre, on n'avait plus cette pression-là du tout. Ce que le proposait était beaucoup plus accepté. Donc, j'ai vraiment ressenti le rapport de force, le rapport de pouvoir quant au traitement qu'on faisait d'un sujet qui était en soi similaire. Le texte variait un petit peu, mais l'essence était la même. Merci beaucoup, Jonathan. On serait peut-être déjà arrivé à la fin de notre séance. Je voudrais remercier tous nos participants, tous nos invités, les gens qui ont assisté en Zoom à cette séance qui a été très, très riche. Je pense qu'on avait de grandes ambitions qui étaient d'ouvrir les espaces épistémologiques pour regarder le Québec autrement. Je pense que la séance de ce matin a été réussie de ce point de vue-là. Je vous remercie encore tous et toutes.